Alors, je vais pas vous mentir, au début je pensais faire cette critique en extérieur avec 36 morceaux de bois de 26 pouces, et puis je me suis dit que c'était peut-être mieux de simplement faire un chant de Slooby. Donc on va faire un chant de Slooby. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à Le Chevalier au Lion me manque. Yvain, reviens s'il te plaît. Ou plus sérieusement, la critique de Kaamelott, premier volet de Monsieur Alexandre Astier en personne. L'un des films les plus attendus de l'année, indiscutablement. C'est aussi pour ça que c'est le dernier que j'ai gardé pour ma session rattrapage. Et je pense que le terme d'attente était un euphémisme. La salle était pleine. Et c'est vrai que rien que pour ça, je voudrais remercier Astier. Je voudrais remercier les personnes qui étaient là en salle. Et le film aussi d'être sorti directement au cinéma. Et non pas sur certaines plateformes, etc. Qui aurait pu être une solution de facilité. Parce que ça faisait du bien de retrouver une salle pleine, et à cette époque-là, avec les conditions sanitaires qu'on connaît actuellement, c'était pas évident d'avoir un film qui fasse salle comble. C'est vrai qu'en termes d'attente, en termes d'émotion, si vous êtes fan de la saga, si vous aimez la saga comme moi, si vous avez quand même grandi avec, c'était forcément un événement. Et c'était un tel événement que les critiques ont été extrêmement divisées, majoritairement positives pour une grande partie de la population qui a adoré le film, mais aussi beaucoup de détracteurs de l'univers d'Astier, de la réalisation d'Astier, du film Kaamelott en règle générale. C'est pourquoi je vais faire la critique en deux parties, la première sur le film, la deuxième sur Astier en règle générale, musicalement, artistiquement, en tant qu'acteur, en tant que réalisateur, parce que je pense que c'est plus que jamais son bébé. C'est rare quand même de voir quelqu'un mettre autant de soi, autant de cœur à l'ouvrage pour une œuvre, et on en parle tout de suite. Kaamelott, qu'est-ce que ça vaut finalement? Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il y a personne qui approche, on revient. Non, vous montez la garde. Kaamelott, premier volet, suite donc des aventures du roi Arthur, de la table ronde, de Perceval et tutti quanti. Et la première chose que je peux dire, c'est que si je suis pas rentré autant dans le long métrage que je l'aurais aimé, d'un point de vue humoristique, peut-être même d'un point de vue d'histoire, je pense que ça tient aussi en grande partie au fait que il ne faut pas oublier que ce film est une introduction à une trilogie, et que partant de ce principe-là, une introduction ramène de nouveaux personnages, fait aussi l'éloge d'anciens personnages et pose les bases de ce que seront peut-être plus tard des histoires plus pertinentes, plus intéressantes, ou qui permettront aux spectateurs d'être encore plus actés dans l'œuvre finalement Kaamelott telle que Alexandre Astier l'imagine, du point A jusqu'au point B. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est que Kaamelott ne tombe pas dans un piège facile qui aurait été du fanservice. On ne tombe jamais dans des répliques faciles, dans des répliques à outrance qui seraient dans tous les cas des ersatz d'archétypes de ce qui avait déjà été fait avant. Cette fois, je trouve qu'il y a une balance quasi parfaite entre la maturité d'Alexandre Astier aujourd'hui, entre tous les travaux qu'il a réussi à faire, notamment à partir des livres 4 et ensuite beaucoup plus profond, beaucoup plus torturé. C'est vrai que Kaamelott, c'est avant tout l'histoire d'une dépression, c'est celle du roi Arthur, mais il y a tout un tas de choses environnantes qui vont justement être particulièrement pertinentes vis-à-vis de nombreux protagonistes, sur la façon qu'ils ont de vivre leurs aventures, sur le désespoir qui va finir par les habiter. Je pense à Perceval, je pense à Guenièvre. La fierté d'Arthur envers Perceval, c'est quelque chose de très touchant. La déchéance et les démons de Lancelot aussi, ce sont des sujets très durs au deuxième plan de lecture. Il y a une véritable profondeur qui s'est peu à peu mêlée à l'univers de Kaamelott au fil des ans, à l'époque où c'était encore une série télévisée, qui est aujourd'hui, je trouve, l'un des fers de lance de ce film-là, car Astier réussit à chaque fois à garder cette émotion, à garder cette mouvance, à garder cette dynamique, tout en parvenant aussi à mêler l'humour à son histoire, sans jamais être dans la redite, et sans jamais être dans les clins d'œil un petit peu too much qu'on aurait pu avoir. J'ai vraiment trouvé que le film Kaamelott premier volet, dans son histoire, dans sa trame narrative, dans les nouveaux personnages qu'il apporte, et dans le développement de ces personnages pour une introduction, était vraiment une balance parfaite par rapport à ce registre. Alors c'est moins drôle, c'est vrai, mais ce que tu perds en vanne, tu le gagnes en questionnement dramatique qu'il abordera sûrement encore plus dans les deux suites, et moi j'adore. Et je trouve que dans l'exécution de son film, à savoir les démons du roi Arthur, la manière dont il va revenir, peut-être pas chercher une sorte de rédemption puisqu'on voit qu'il est toujours extrêmement fragile, mais en tout cas tenter d'aider les autres, de déjouer les forces du mal, d'aller à l'encontre de Lancelot qui représente finalement lui presque le côté obscur. J'ai trouvé que finalement Kaamelott premier volet avait beaucoup de similitudes avec ce qu'aurait été Star Wars le réveil de la force si le réveil de la force n'avait pas simplement été un copier-coller d'un nouvel espoir, ou en tout cas du coup Kaamelott a peut-être quelques similitudes avec un nouvel espoir sur cette espèce de rébellion contre l'Empire, à savoir
Kaamelott, Lancelot, tous les protagonistes autour de lui qui représentent véritablement le côté obscur, notamment sur la dernière scène. J'ai trouvé que globalement, et alors la critique sera avec spoiler puisque je suppose que la plupart des gens l'ont vu, j'ai trouvé le combat final entre Arthur et Lancelot particulièrement beau en termes d'esthétique et dans la richesse de ce qu'il est capable de montrer visuellement, mais bien trop court et assez frustrant par rapport à sa résolution finale. Pour autant, je trouve que ça a un petit côté Star Wars, et Alexandre Astier étant un grand fan de Star Wars, on se souvient que dans Kaamelott, notamment la série télé, il retrouvait un sabre laser quand il trouvait des sortes de portes qui les emmenaient vers d'autres mondes, et puis c'est pas étonnant quand on sait que Star Wars a lui-même eu plusieurs inspirations, dont le western, Kurosawa, la critique de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi des principes médiévaux, les chevaliers de Jedi par exemple, le Moyen-Âge, les Templiers. C'est vrai que j'ai trouvé un petit peu cette entité des forces du bien, de cette rébellion qui essaie justement de se mettre en place, de se manœuvrer contre les forces du mal, contre ce côté obscur, et les costumes le montrent aussi également. C'est aussi pour ça que moi j'ai beaucoup aimé le costume de Lancelot, je serais peut-être un des seuls, mais je trouve qu'il y a une véritable richesse au niveau des costumes, au niveau des détails et des soins apportés à l'image en termes de reconstitution historique qui m'a véritablement convaincu, et je trouve que la simple prestance, même s'il est aux abonnés absents, même si c'est vrai qu'à aucun moment Lancelot ne paraît dangereux, même si c'est vrai qu'en termes de scénario, à aucun moment on se dit que c'est une véritable menace, puisque globalement il n'a quasiment aucun dialogue, et c'est vrai que pendant une grande partie du long métrage, il est presque vu comme faible, puisque l'ascendant sera toujours littéralement du côté du bien. Ça c'est quelque chose de vrai, effectivement, mais j'ai trouvé que dans son simple aura, dans sa simple prestance, par rapport à ce costume, il y avait un véritable côté torturé, un côté Dark Vador, une espèce d'obscurité environnante à chaque fois qu'on le voyait, et c'est justement là qu'on va passer au côté direction artistique, avec deux points évidemment bien distincts. En termes de DA, de photographie, la richesse de la pellicule, notamment sur les environnements désertiques au début du métrage, j'ai trouvé que c'était un film qui faisait du bien au cinéma français. Alors c'est de bon ton aujourd'hui de dire que Kaamelott est mal réalisé, c'est de bon ton aujourd'hui de dire que Kaamelott est un film moyen, parce que c'est ce que je vois de plus en plus finalement sur les réseaux sociaux. Faut pas oublier non plus que le budget est dérisoire pour un film de cette option-là, on le voit la plupart du temps dans ces scènes d'action qui auraient mérité bien mieux. Ça fait un peu cheap, mais ça n'a que 15 millions d'euros, c'est pas énorme vu l'envergure qu'il voulait. On le voit aussi par l'absence de figurants, c'est vrai que ça méritait des travaux beaucoup plus épiques et des scènes bien plus épiques, où je pense simplement qu'Astier n'avait pas les moyens, et j'espère qu'il aura beaucoup plus de moyens pour les prochains, pour véritablement pouvoir inclure ce côté épique à son film, puisqu'on sent qu'il a l'envie. Mais en termes de direction artistique, sur certaines séquences, en termes de photographie, de colorimétrie, vraiment quelque chose de très chaud ou alors de très froid selon les environnements dans lesquels on se trouve, je trouve qu'il y avait une réelle beauté des décors, une vraie beauté des paysages, quelque chose où on sent qu'Astier a vraiment travaillé là-dessus. Alors je dis Astier et toute son équipe, puisque finalement le travail de direction artistique, etc. appartient aussi à l'ensemble de l'équipe technique, je veux dire il n'était pas seul sur le projet, mais quand bien même, il y a quelque chose, je trouve, esthétiquement qui en ressort. Et c'est justement là qu'on peut faire le parallèle avec la réalisation. Oui, effectivement, je pense que, et encore, j'ai rien à dire puisque je suis qu'un humble spectateur, mais je pense en tout cas qu'Astier aurait pu potentiellement déléguer la réalisation à quelqu'un d'autre. Parce que pendant l'intégralité du film, je me suis posé la question si quelqu'un comme Alain Chabat, par exemple, avait réalisé Kaamelott, qu'est-ce que ça aurait pu donner? Parce qu'on le verra dans la deuxième partie, Alexandre Astier est au four et au moulin, il est à la musique, il est au scénario, il est à l'acting, il est à la réal, et il est vrai que la réalisation, pour moi, est un des points faibles du film, mais aussi pour la simple raison que on voit qu'Astier, quand il gère les grands angles, quand il gère la richesse de ses décors, quand il gère des plans extrêmement larges, il est percutant puisqu'il est capable d'incorporer ses personnages à l'environnement pour en faire, si vous voulez, presque une fresque. Par contre, dès qu'il se rapproche de ses personnages, dès qu'il s'agit de faire des champs contre champs, la réalisation est beaucoup trop classique. Il y a une espèce de flou assez immense parce que je pense qu'en termes de caméra, en termes d'angle, ça méritait largement d'être beaucoup mieux travaillé, la focale, etc. Et ça, sans manquer de respect à Alexandre Astier, loin de là, mais tout ça simplement pour que chacun ait son véritable travail et que chacun soit beaucoup plus axé sur tel ou tel projet. Et que ça permette aussi à Astier d'être beaucoup plus présent dans son acting, dans la musique, dans des choses qu'il fait très bien et qu'il a de toute façon très bien fait, on y reviendra sur ce film, mais qui aurait donné quelque chose de supérieur à la réal. Moi j'ai pensé à Alain Chabat, j'ai même pensé pendant un temps dans le rationnel et le possible à Antoine Decaune, puisque j'aime beaucoup ce que fait Antoine Decaune en règle générale. Pour autant, effectivement, je suis pas forcément rentré dans l'œuvre, je pense que c'est dû à l'introduction, je pense que c'est dû à des phases humoristiques qui sont toujours présentes, parfois qui marchent et d'autres non. Je pense notamment à la scène juste avant de retirer l'épée du rocher où ils sont en train de faire une sorte de bal aux prisonniers, j'ai rien compris, ça c'était de trop, enfin je veux dire,
Il y avait la différence en fait entre les jeux par exemple de Perceval, le cul de chouette, le chant de Slooby, où on voyait vraiment que c'était décalé, etc. Voire même que parfois c'était dans le non-dit. C'était le fait d'imaginer les bouts de bois, les trucs, les machins qui rendaient le machin complètement sidérant. Et là vous remarquerez que j'ai dit 2 fois machin, c'est parce que voilà, c'était double dose. Par contre là le fait de le voir, de l'imaginer, c'était une scène de remplissage qui pour moi n'avait absolument pas lieu d'être. La plupart du temps, les scènes humoristiques sont de toute façon dues à Perceval et Caradoc, parce qu'on retrouve un petit peu cette richesse des dialogues, parce qu'on retrouve ce second degré, parce qu'on retrouve ce côté très émouvant aussi, notamment vis-à-vis d'Arthur, notamment vis-à-vis de Perceval. La scène, pour ne rien vous cacher, où Arthur va venir embrasser Guenièvre, je ne l'attendais pas, j'ai été absolument ébahi par la mise en scène, par la beauté de la situation et surtout par la musique environnante. En tout cas oui, je pense qu'on est simplement sur une introduction et qu'on n'est pas au bout de nos peines, et je pense même, et j'en suis quasiment convaincu, que la trilogie ne se terminera pas bien. Je pense que ce sera quelque chose d'extrêmement sombre, voire même dès le prochain volet si on a la chance d'avoir un prochain volet. Petit bémol aussi sur les scènes à Rome, qu'on tente d'étudier le personnage d'Arthur en profondeur, pourquoi pas, mais pour moi elle n'était pas nécessaire, ou alors mal installée au sein de l'œuvre, et c'est peut-être encore plus le problème que si elle n'avait pas existé. Moi c'est vrai que je rapproche beaucoup ça à Star Wars, aussi dans sa musique, aussi dans la richesse des personnages, aussi dans le nombre de nouveaux personnages qui viennent. Les claviers, les 2 cônes, les Shabbas sont toujours aussi magiques, mais là maintenant on a des mecs comme Sting qui sont absolument superbes, ça c'est une évidence, et on a Astier. Et maintenant, on va parler des choses sérieuses. Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il y a personne qui approche, on revient. Non, vous montez la garde. Alexandre Astier au nom du roi. Et alors voilà, c'est vrai que je peux être un petit peu difficile avec la réalisation sur la manière dont la rivalité Arthur-Lancelot se met peu à peu en place, mais une chose est sûre, c'est le bébé d'Alexandre Astier. Et moi, quoi qu'il arrive, j'arriverai jamais à dire qu'un film comme ça est un étron comme j'ai pu le voir, déjà parce que c'est faux, je trouve que le film est de bonne facture, mais surtout parce que ça sort de l'âme de quelqu'un. C'est toute sa vie, c'est toute son âme, c'est vraiment quelque chose, on le sent dans ce qu'il a mis dans la musique, dans ce qu'il a mis dans le scénario, dans toutes les péripéties qu'il a dû avoir pour sortir cette chose. Ce cri du cœur que je fais actuellement, non seulement par le charisme qu'il est capable de développer, par l'émotion qu'il donne aussi, par rapport au personnage du roi Arthur qui est quand même assez sidérant, merci monsieur Alexandre Astier d'avoir proposé quelque chose comme ça, parce que pour moi c'est l'âme du cinéma. Le cinéma c'est un partage, le cinéma c'est une leçon, le cinéma c'est donner son âme pour quelque chose, et là on le voit plus que jamais. C'est aussi pour ça que je parlais de Star Wars, je trouve que l'utilisation musicale, l'orchestre musical qu'arrive à mettre Astier dans le film est absolument phénoménal. Je parlais de la scène entre Guenièvre et Arthur, elle est sublimée par la beauté environnante de la musique, elle est sublimée par une bande originale qui est somptueuse, qui est puissante, qui est finalement l'une des dynasties, l'un des héritages à mon avis de John Williams, puisqu'on retrouve beaucoup de John Williams à l'intérieur. Oui, effectivement, Alexandre Astier a fait un travail exceptionnel dans Kaamelott, je dis pas forcément par rapport à la qualité du film, mais tout simplement par rapport à l'investissement, par rapport à ce qu'il a donné, et musicalement, en termes d'acteurs, sur la direction artistique qu'il offre, et sur la direction d'acteurs aussi, puisque la plupart on va les retrouver sans jamais tomber dans le fanservice encore une fois, mais en étant capable d'innover et d'amener une porte d'entrée à mon avis des choses qui seront bien plus percutantes et immersives, bravo. Et je le dis et je le répète, mais pour le côté musical de l'œuvre, bravo plus que jamais parce que c'était extrêmement fort. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue, et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de Kaamelott premier volet? Voilà ma critique qui arrive environ 7 mois et demi, hein, évidemment, après la sortie du film, mais de toute façon c'est pas grave, puisqu'on sait très bien qu'il n'y a qu'une seule question qu'il faut poser dans ce genre de configuration. Elle est où la poulette? Je sais pas. Au plus jeune âge, on apprend la consommation. On rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...